Cette vidéo montre les deux manifestations du 19 juillet dernier à Paris contre la politique sanitaire du gouvernement. La première se déroule principalement dans une rue de faible largeur, avec une portion plus large. Pour la rue de faible largeur, j'ai compté 150 personnes par seconde de vidéo. Pour la portion plus large, environ 500 personnes par seconde. Sachant que le film dure 43 secondes dans la première et 17 secondes dans la deuxième, cela donne un total de 15 000 personnes environ. Pour la deuxième manifestation, ces 100 personnes environ ont progressé en 2 secondes, ce qui permet de déterminer un flux de 50 personnes par seconde environ. Le défilé durant 25 secondes, avec des moments bien plus clairsemés, cela fait un grand maximum de 1250 personnes. J'arrive donc à un total d'un peu plus de 16 000 personnes à Paris ce 17 juillet. J'en suis le premier navré, mais encore une fois, c'est conforme aux chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur. Pourquoi, face à la menace, les Français doivent-ils impérativement se mobiliser davantage? Voici. Je l'avais annoncé, la faible mobilisation ce 17 juillet permettrait au gouvernement de présenter les opposants à sa politique sanitaire comme une minorité négligeable, nullement représentative de l'ensemble des Français. Et en effet, le 20 juillet à l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé lança « Je ne peux tolérer que le vaccin, dispositif médical qui protège et soigne, devienne un outil de propagande entre les mains de quelques-uns qui font de la défense un fonds de commerce électoral, le moyen de trouver une audience ou une posture quelque peu puérile visant à se donner une consistance en société. Les Français ne sont pas dupes. D'ailleurs, ils étaient beaucoup plus nombreux encore le week-end dernier à se faire vacciner au moment où d'autres défilaient contre la vaccination. » Il avait raison. Alors que 114 000 personnes défilaient dans toute la France, ils étaient 660 000 à se faire vacciner et 820 000 le lendemain, soit 1 480 000 en tout. La comparaison est éloquente. Sur cette lancée, le gouvernement prépare une loi qui réglera la politique sanitaire. En révisionniste, j'ai consulté les documents originaux. Sans surprise, le Conseil d'État a approuvé, avec quelques réserves marginales, l'obligation de présenter le pass sanitaire, pour certains déplacements, point numéro 15, pour fréquenter les débits de boissons, les restaurants, excepté professionnels, et les lieux de loisirs, point numéro 14, pour se rendre sur son lieu d'activité, bénévole ou professionnel, point numéro 18. En revanche, il n'a pas retenu la disposition relative aux centres commerciaux. Motif principal, certaines personnes pourraient être empêchées d'acquérir des biens de première nécessité, notamment alimentaires, lorsque, excepté un supermarché, aucun autre établissement commercial ne serait accessible à proximité du domicile des intéressés. En conséquence, le gouvernement a modifié son projet de loi. Le pass sanitaire sera obligatoire dans les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d'un seuil défini par décret, afin que la population puisse se procurer les produits de première nécessité. Tout laisse donc penser que le projet sera adopté et que la loi sera promulguée dans les jours qui viennent. Ce qui m'intéresse présentement, ce sont ses conséquences possibles. Parlant de l'extension du pass sanitaire, la Commission nationale informatique et liberté prévient « Il y a un risque certain d'accoutumance à de tels dispositifs de contrôle numérique, de banalisation de gestes attentatoires à la vie privée, de glissement à l'avenir et potentiellement pour d'autres considérations que la seule protection de la santé publique ici recherchée dans un contexte exceptionnel, vers une société où de tels contrôles seraient la norme et non l'exception. » Cet avertissement est légitime. Voilà plus d'un siècle, en effet, l'abbé de Saligny se soulignait la rigueur implacable de la logique dans laquelle une société s'engage. Un individu peut reculer devant des conséquences, la société jamais. Autrement dit, la société va toujours au bout de sa logique. La procréation médicalement assistée, PMA, nous en offre un exemple aussi récent que flagrant. Jusqu'à présent, elle était réservée aux seuls couples hétérosexuels. Mais sachant que depuis 2013, au nom de l'égalité entre les citoyens, 2 femmes homosexuelles peuvent légalement se marier, alors au nom de quoi pouvait-on leur refuser la PMA? D'où l'évolution de la loi qui étend cette PMA aux couples de femmes. C'est d'une logique implacable. Mais alors, toujours au nom de l'égalité, qu'en est-il des couples d'hommes? Pour eux, la nouvelle loi ouvre la porte à la gestation pour autrui, GPA.
Bien qu'elle soit encore interdite en France, au terme de la loi, un enfant né d'une GPA à l'étranger peut désormais faire l'objet 1. D'une reconnaissance de filiation par son père biologique et 2. D'une procédure d'adoption par l'époux du père. Notez l'expression « l'époux du père ». Le législateur n'a fait que suivre la jurisprudence établie par la Cour de cassation. Pour ouvrir la GPA au couple d'hommes, cette instance n'a fait que tirer les conséquences de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Ce texte a pour effet de permettre, par l'adoption, l'établissement d'un lien de filiation entre un enfant et deux personnes de même sexe, sans aucune restriction relative au mode de procréation. Là encore, donc, la logique est implacable. Dans cette affaire, l'enchaînement est très simple. La société reconnut tout d'abord que l'homosexualité était une orientation sexuelle comme une autre. En conséquence, le 30 décembre 2004, elle promulgua une loi qui punissait, entre autres, toutes les formes d'homophobie. Maintenant, regardez le dessin paru à la même époque. Au gouvernement qui réprimait l'homophobie, deux homosexuels déclaraient « Merci, et maintenant, on voudrait que vous nous mariez à la basilique Saint-Denis ». C'était la suite logique. Maintenant que nous sommes reconnus comme les couples hétérosexuels, nous devons avoir les mêmes droits, à commencer par l'accès au mariage. Cette suite logique, elle vint le 17 mai 2013, avec la loi instituant le mariage pour tous. Et aujourd'hui, la loi évolue vers la PMA et la GPA pour les homosexuels. Oui, vraiment, la société va toujours jusqu'au bout de sa logique. Elle met le temps qu'il faut, mais rien ne l'arrête. Cela dit, venons-en au pass sanitaire. Nous rencontrons là aussi un effet d'entraînement et d'enchaînement logique. Lors de la discussion à l'Assemblée nationale, Emmanuel Ménard déplora « Le gouvernement avait juré, la main sur le cœur, que le pass sanitaire ne serait pas appliqué aux activités du quotidien. Pourtant, nous y voilà. » Peu après, Paco Morupin renchérit. Je m'étais opposé contre le pass sanitaire pour les grands événements et je suis assez effaré qu'aujourd'hui on nous demande de l'élargir après les engagements qui avaient été pris de ne pas le faire. C'était ma crainte lors du vote du dernier texte et il n'a pas fallu attendre plus de 3 mois pour que cela se réalise. Et l'élu d'ajouter : des millions de citoyens vont devoir surveiller le statut sanitaire de millions de citoyens et je ne peux donc me résoudre à cet extrême qui créera un précédent. Il a raison. Avec cette loi, un précédent capital sera posé. Le gouvernement rendra normal non seulement le contrôle permanent, mais aussi le fait qu'il soit effectué par des citoyens sur leurs concitoyens. Vous allez opposer les Français les uns aux autres, et puis vous allez transformer des commerçants en policiers ou en délateurs. On me répondra que cette situation est temporaire. Mais parlant des prolongations successives de l'état de sortie de crise, une élue lança « Ce n'est plus un état d'urgence, c'est un état permanent ». On le sait bien, le provisoire et l'exceptionnel finissent souvent par durer. Ajoutons cet avertissement d'Emmanuel Macron. Il faut que nos concitoyens aient en tête que peut-être aurons-nous à vivre avec ce virus pendant des années, comme je l'avais dit d'ailleurs dès l'été dernier. Parce que même si on le maîtrise, bien peut-être qu'il faudra se vacciner chaque année, comme on le connaît pour la grippe. Et oui, nous voici dans l'ère du contrôle quasi permanent. Comment fera-t-on passer la pilule ? Très simple, en invoquant ce que l'immense majorité du peuple attend, la liberté et la sécurité. Lors des discussions sur la politique sanitaire, un membre du gouvernement parla des jeunes en disant « Moi aussi j'ai envie qu'ils retrouvent une totale liberté, mais en sécurité. Et la sécurité sanitaire est la première des libertés que l'on peut donner aux citoyens. » Le message est clair. On assure votre sécurité pour que vous soyez libre. Et pour assurer votre sécurité, donc votre liberté, on contrôle avec des sanctions possibles à la clé. S'adressant aux élus, le ministre de la Santé a lancé « En cas de manquement à la présentation d'un pass sanitaire conforme, les clients s'exposeront à une amende forfaitaire de 135 €, pouvant conduire, en cas de verbalisation répétée, à une peine de 6 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Le défaut de contrôle des passes sanitaires par l'exploitant à l'entrée d'un événement ou d'un ERP sera puni d'une amende de 1 500 €. Si le manquement est répété plusieurs fois, la peine pourra aller jusqu'à 1 an de prison et 9 000 € d'amende, ou 45 000 € d'amende s'il s'agit d'une entreprise. Le préfet pourra en outre prononcer par arrêté la fermeture administrative des établissements concernés. Pourquoi une telle sévérité ? Parce que face au danger sanitaire, certains comportements sont jugés irresponsables. À l'Assemblée nationale, une élue a déclaré «
L'épidémie de Covid-19 n'est pas terminée, elle connaît même une abrupte recrudescence. En omettant de se faire vacciner, certains mettent en danger la collectivité tout entière en lui faisant courir des risques non seulement de contamination, mais aussi de condamnation à un nouveau confinement. Certes, nous allons voter des contraintes, mais elles sont la condition nécessaire et, nous l'espérons, suffisante pour exercer notre liberté. Elles permettront à ceux qui, en responsabilité, ont choisi la vaccination, de profiter de plus de lieux, de plus d'attractions, de plus de culture, de plus de convivialité, de plus d'interactions sociales. Ne nous méprenons pas, il ne s'agit pas de punir, mais de responsabiliser. Le discours est clair, on vous responsabilisera de force, et si vous persistez dans le refus, alors soit vous resterez chez vous, soit vous risquerez des amendes et de la prison. Dans 10 jours, les Français devront présenter un pass sanitaire à peu près partout et tout le temps, si bien que bientôt, vous aurez le choix entre 2 doses de vaccin, un test PCR à 50 € ou 135 € d'amende. Ceux qui hésitent à se faire vacciner, qui sont méfiants, ceux dont la vaccination est incomplète, seront donc assignés à résidence et priés de laisser les personnes vaccinées tranquillement entre elles. Aujourd'hui, la loi sera votée au nom d'un danger sanitaire. Toutefois, un précédent ayant été posé, demain, d'autres lois similaires pourront voir le jour, au nom de dangers les plus divers. Dangers sanitaires, certes, mais aussi dangers terroristes, dangers écologiques, dangers fascistes, que sais-je encore. Je sais la fragilité de nos précieuses libertés et comment, à la faveur d'une crise sanitaire, politique ou économique, nos droits chèrement acquis de par les siècles et les luttes peuvent être restreints en un rien de temps. Il a raison, ce ne sera plus tous contre le Covid, mais tous contre ceci ou cela. Et grâce aux moyens numériques modernes, les contrôles seront partout, exercés par des centaines de milliers d'agents de Big Brother. L'enfer imaginé par George Orwell sera dépassé. Mais comment pourrait-il en être autrement ? Comment en vouloir à cette majorité qui, au fond d'elle, réclame toujours plus de sécurité ? Imprégnée de matérialisme, elle voit la vie comme une étincelle dans l'obscurité. Il est donc normal qu'elle veuille l'assurer au maximum, afin de la rendre la plus longue possible et la plus douce possible. Ces gens accepteront tous les contrôles, tous, pour pouvoir conserver leur quotidien. Cette frénésie vaccinale en est la première manifestation. Plus de 800 000 vaccinés le 21 juillet. L'explication de la ruée est simple. Les gens veulent absolument avoir des passes sanitaires pour aller faire des sorties, constate cette pharmacienne. Je vais le faire peut-être le mois prochain pour partir en vacances, c'est tout. Mais c'est par la force, c'est tout. Parce que je pars en vacances et c'est tout. Si ça peut nous permettre d'avoir une certaine liberté d'aller et venue par rapport à notamment les voyages ou à d'autres loisirs style discothèque, même si ce n'est pas spécialement ma priorité. Si je dois voyager, je le ferai, parce que j'aurai pas le choix. Ce journaliste confirme. Bientôt obligatoire pour aller manger au restaurant, trinquer dans les bars ou profiter d'un bon film au cinéma ou d'un concert, le pass sanitaire, preuve d'une vaccination complète contre la Covid-19, est désormais vu comme un sésame indispensable à la liberté. Les impressions recueillies le démontrent. Je me fais vacciner parce que je veux continuer à vivre normalement, explique Marianne, 30 ans. Si je veux déjeuner au restaurant avec mon conjoint, par exemple, il nous faudra bien le pass sanitaire. De son côté, une lycéenne explique « Nous partons en vacances en Bretagne avec ma famille. Au moins pourrais-je aller au bowling et au restaurant avec eux. » Quant à Arthur, 29 ans, il avoue « Je n'avais pas l'intention de me faire vacciner à la base. Je vais rester sur Bordeaux cet été. Mais si je veux boire des coups dans les bars, je suis bien forcé de le faire. Mais j'ai l'impression qu'on nous force la main. » Il a raison. Toutefois, Arthur n'avait qu'à refuser de céder à la pression et accepter pour cela de dire adieu au bar. Mais ça lui est impossible. On n'a qu'une seule vie, alors mieux vaut en profiter, surtout quand on est jeune. Dans son ouvrage « Notre existence a-t-elle un sens ?», Jean Stone, qui n'est vraiment pas un ami politique, écrit « Il me semble que pour l'humanité dans son ensemble, il vaille mieux une civilisation non matérialiste qu'une civilisation matérialiste parlant constamment des droits de l'homme, mais n'ayant rien sur lequel les fonder dans le long terme. Par civilisation non matérialiste, nous n'entendons pas forcément ici une religion, mais tout un système fondé sur une transcendance, sur l'existence d'une réalité plus profonde dont le nôtre serait issu et dans lequel une partie au moins des valeurs et du sens n'est pas de la création humaine, mais un donné venant de l'extérieur. » Je suis entièrement d'accord avec lui. Mais à mon avis, qui n'est que mon avis,
Une telle civilisation ne pourra naître que suite à un effondrement général, c'est-à-dire lorsque les rescapés seront contraints, pour survivre, de s'organiser sur les bases conformes à l'ordre naturel, reflet de l'ordre supérieur. Pour moi qui crois en la pluralité des existences, même le pire des scénarios n'est ni désespérant ni effrayant. S'il survient, j'y ferai face. Tout comme actuellement, je fais face à mon éventuelle extradition d'Angleterre que certains réclament et que les autorités françaises veulent obtenir. Cela ne m'empêche ni de dormir, ni, plus important, de poursuivre le combat. Parce que je crois que j'aurai d'autres vies, alors les épreuves de celle-ci ne m'effraient pas. Je les prends au contraire comme des occasions de me bonifier. La peur, c'est l'esclavage. Se libérer de la peur, c'est retrouver la liberté. La vraie, pas celle bornée par des passes sanitaires. J'espère que les Français me donneront tort. J'espère que même sans effondrement, ils se réveilleront.